Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, c'est un travail que j'ai réalisé lorsque j'ai repris un Master 2 donc, à la Faculté des Sports de Nancy, parce que je suis donc kiné de l'IFMK de Nancy depuis 2009. Donc voilà, donc c'est une étude qui a été réalisée au Centre de rééducation l'ADAPT où je travaille actuellement, donc à Thionville. Donc voilà, cette étude s'intéresse à l'influence du renforcement musculaire isocinétique après injection de toxines botuliques sur la qualité de la marche. Alors, quelques définitions nous permettront d'introduire cette étude, comme celle de la spasticité, qui selon Dan Wade est un trouble moteur caractérisé par une diversité des réflexes tendineux et une hypertonie musculaire élastique vitesse dépendante durant l'étirement musculaire. Alors, on s'est intéressé à ce trouble car il est très fréquent dans les suites de lésions neurologiques, tout comme d'autres hyperactivités musculaires. Comme a dit Antoine, c'est pas toujours évident de faire la différence. Donc voilà, mais souvent la spasticité, de façon plus globale, entraîne des répercussions négatives sur la qualité de marche. Et justement, lorsque la spasticité a une gêne fonctionnelle, des traitements peuvent être proposés, comme par exemple une injection de toxine botulique. Alors, il s'agit d'une neurotoxine qui va bloquer la libération d'acétylcholine, ce qui paralyse les fibres musculaires. Et la toxine a une durée limitée dans le temps, on va dire de 3 à 4 mois en moyenne, et c'est une injection qui va se faire en intramusculaire. Alors, le principe de l'isocinétisme, quant à lui, repose sur la génération par un dynamomètre d'une vitesse constante et d'un asservissement de la résistance. Donc c'est un outil qui est largement utilisé dans les évaluations musculaires et donc est reconnu comme un outil validé, fiable et reproductible. Cet outil est également utilisé dans l'évaluation de la spasticité et également dans le renforcement musculaire. Alors, plusieurs études justement se sont intéressées à l'influence de l'injection de toxines botuliques sur la qualité de la marche. Alors, les résultats, quant à ces études, varient d'une étude à l'autre. Comme l'a dit Antoine encore tout à l'heure, Amo et collaborateurs se sont rendus compte effectivement que les résultats sont différents d'une étude à l'autre. Ils constatent que la toxine diminue la spasticité, mais également la force des muscles injectés, et en parallèle augmente la force des antagonistes. Ils se sont donc posé la question si justement en associant une rééducation spécifique à l'injection de toxines, si le report des gains musculaires dans les activités fonctionnelles ne serait pas plus important. Et c'est justement ce qu'a fait William et collaborateurs qui ont associé à une injection de toxines un renforcement des antagonistes aux muscles injectés, et ils ont constaté donc une augmentation de force et de volume musculaire plus important, ainsi qu'un report des gains au niveau de la qualité de la marche plus important. Alors, William et collaborateurs ont uniquement fait un renforcement des antagonistes aux muscles injectés et se demandent si, en faisant un renforcement également des muscles injectés, les résultats n'auraient pas été encore meilleurs. Alors, en fait, il existe pas mal de thérapies qui ont déjà été essayées après injection de toxines. Kinner et collaborateurs en 2014 ont essayé de répertorier toutes les thérapies utilisées dans les suites de toxines. Et pour l'instant, le consensus, c'est juste qu'effectivement, une rééducation spécifique améliore les effets de la toxine, mais pour autant, aucune thérapie n'a prouvé sa supériorité par rapport à une autre. Ça peut être un étirement, ça peut être du TENS, ça peut être du renforcement. Pour l'instant, voilà, on ne sait pas quelle est la meilleure thérapie à utiliser. Et en parallèle, de plus en plus d'études s'intéressent au renforcement isocinétisme en neurologie centrale. Rouleau et collaborateurs ont observé qu'à la suite d'un renforcement excentrique du quad et des ischio-jambiers, on avait une amélioration de la vitesse de marche confortable et de la vitesse de marche rapide, tout comme Kim et collaborateurs à la suite d'un renforcement des muscles du genou, mais également de la cheville et de la hanche. Alors, l'ensemble de ces études ont donc démontré en neurologie centrale, d'une part, des intérêts d'une injection de toxines associée à une rééducation spécifique, et notamment l'injection de toxines suivie d'un renforcement musculaire, et d'autre part, les effets de l'isocinétisme sur la qualité de la marche en neurologie. Mais pour l'instant, en tout cas à notre connaissance, aucune étude ne s'était intéressée à l'association de ces deux thérapeutiques. C'est pourquoi cette étude s'intéresse donc à l'influence d'un renforcement musculaire isocinétique après injection de toxines botuliques dans les muscles distaux
du membre inférieur sur la qualité de la marche. De cet objectif, en fait, on a tiré 3 hypothèses. Donc notre première hypothèse, c'est que la combinaison de ces 2 thérapeutiques permettrait un gain de force des fléchisseurs et extenseurs de genoux et de cheville, car ce seraient les 4 groupes musculaires renforcés. La seconde hypothèse, une amélioration des paramètres spatio-temporels de la marche. Et notre dernière hypothèse, que ça permettrait une amélioration lors de l'attaque du talon au sol, de la flexion dorsale de cheville et de l'extension de genou. Et donc pour répondre à ces hypothèses, on a mené une étude prospective de septembre 2016 à juin 2017. Et étant donné qu'il n'existe en euro aucun consensus quant à la réalisation d'un renforcement isocinétique, on a dû créer un protocole de rééducation sur machine d'ISO. Et afin de vérifier du coup l'efficacité seule de notre protocole rééducatif, on a intégré à l'étude des patients faisant uniquement la rééducation. On va dire oui, mais n'ayant pas d'injection de toxines. C'est pourquoi on peut dire que cette étude regroupe des patients dans 2 groupes différents, ayant des critères d'inclusion différents. Le groupe toxine, on va dire, avec les patients 1, 2 et 3. Donc c'est des patients qui doivent avoir une gêne fonctionnelle à la marche liée aux troubles moteurs et liée à la spasticité. Et les patients du groupe sans toxine, si on peut dire, les patients 4 et 5, donc des patients qui ont une gêne fonctionnelle, une gêne à la marche liée à une parésie, mais pas de la spasticité. Alors pour répondre à cette question, du matériel a été nécessaire pour le bilan. Pour le bilan, donc, on a eu besoin d'un chronomètre, de 2 caméras numériques, du logiciel Kinovea et d'un dynamomètre isocinétique. Et pour la rééducation, d'un tapis de marche, d'un vélo de rééducation, d'une salle de rééducation et toujours du même dynamomètre. Il s'agit du Biodex System 3. Alors, la chronologie de l'étude se déroule comme suit pour le groupe toxine. Donc chaque patient avait un premier bilan le jour de l'injection ou la semaine précédente. Il revenait ensuite au centre entre 3 et 5 semaines après l'injection, de façon à être dans le pic d'efficacité de la toxine. Il faisait alors le protocole rééducatif sur 4 semaines. On refaisait un bilan à la fin du protocole de rééducation et on refaisait encore un bilan 2 mois après le protocole, soit 4 mois après l'injection de toxine, pour voir si les effets duraient dans le temps. Et donc forcément, pour le groupe sans toxine, la chronologie est similaire, à la différence qu'il n'y a pas d'injection, et donc il ne se passe que 3 mois entre le début du protocole et la fin du protocole. Alors, et pour répondre donc à la problématique, on a dû créer un protocole de rééducation. Donc les patients devaient venir au centre pendant 4 semaines, à raison de 3 jours par semaine, et de 3 heures de soins par jour, qui étaient répartis de façon aléatoire entre 1 heure d'activité physique adaptée, 1 heure de kinésithérapie, et 1 heure de renforcement isocinétique. Donc c'est important de faire également un travail fonctionnel en plus du renforcement iso, justement pour améliorer le report des gains musculaires sur la qualité de la marche. Et étant donné qu'il n'existait aucun protocole isocinétique, on a dû en créer un. Donc les patients, ça visait à renforcer les extenseurs et les fléchisseurs de genoux et de cheville. Chaque patient, pour chaque groupe musculaire, le patient devait réaliser 3 séries de 15 répétitions en excentrique avec un retour passif. Et on changeait de vitesse chaque semaine. On augmentait la vitesse de contraction pour le genou et pour la cheville. Et afin de d'éviter les lésions musculaires suite à un travail excentrique, il fallait donc respecter les règles qui sont de faire un travail à intensité sous-maximale progressivement intensifiée. C'est pourquoi les patients devaient contracter à 30%, 50%, puis 70% de leur résistance maximale estimée. Alors, on peut voir justement sur la vidéo là. Je ne sais pas si j'appuie. Non. Donc voilà, on voit justement un patient qui effectue ces séries en excentrique au niveau des ischios. Donc il freine le mouvement quand ça monte et il fait un retour passif. Et au niveau de l'écran, donc on lui met un feedback pour qu'il ait un retour sur sa contraction et donc qu'il contracte à l'intensité souhaitée qui évolue donc à chaque fois.
Et donc on a également effectué un bilan pour évaluer les évolutions. Le bilan donc, comprend une évaluation musculaire isocinétique et une analyse de la marche. Au niveau de l'évaluation musculaire isocinétique, le patient devait réaliser des contractions maximales en concentrique. Pour le genou, il devait faire 6 répétitions à 60 degrés secondes et 12 à 180. Et pour la cheville, 6 répétitions à 30 degrés secondes et 12 à 90. Et concernant l'analyse de la marche, on mesurait sa vitesse confortable selon le test des 10 mètres. On mesurait également sa cadence et on faisait une analyse vidéo à l'aide de marqueurs passifs placés au niveau du grand trochanter, du genou et de la cheville, de la malléole. Le patient devait marcher à vitesse confortable en faisant autant de pauses que nécessaire. Il devait faire plusieurs passages afin qu'on ait au moins une dizaine de pas pour faire quand même une moyenne des résultats. Alors, l'ensemble des données ont été recueillies et traitées sur Excel. Alors, on fera seulement une analyse descriptive. Au vu de la taille de l'échantillon, une analyse statistique était vraiment difficile. Alors, c'est pourquoi on a déterminé des seuils pour lesquels on considère que l'évolution est notable ou non. Mais on ne peut pas parler de différences significatives ou pas, malheureusement. Et donc, pour répondre à nos 3 hypothèses de départ, on a dû définir des variables dépendantes. Donc pour la première hypothèse, selon laquelle on aurait une augmentation de la force des muscles renforcés, on a pris comme variable dépendante le travail total et le moment maximal. Concernant les paramètres spatio-temporels de la marche, on s'est concentré sur la vitesse de marche, la cadence, le temps de double appui et la symétrie d'appui. Et pour la dernière hypothèse, donc on prendra la flexion dorsale de cheville et l'extension de genou lors de l'attaque du talon au sol. Alors, je vais maintenant vous présenter les résultats, en commençant par l'évaluation isocinétique, en sachant que je vous présente seulement les résultats qui ont eu une évolution notable, avec un seuil, avec une reproductibilité du test assez intéressante. En fait, on a eu, on va dire au niveau de notre bilan, des problèmes, parce que les patients, donc, du fait de leur spasticité, avaient beaucoup de mal à effectuer des contractions maximales concentriques, ce qui fait qu'il y avait une variabilité entre les mesures tellement importante qui rendait parfois l'interprétation des résultats impossible. Donc on a seulement pris les résultats avec une bonne reproductibilité. Donc dans le groupe toxine, ce qu'on constate, c'est que le patient 1, déjà, donc, a amélioré son moment maximal et le travail total du quadriceps à vitesse lente et rapide, ainsi que des ischio-jambiers à vitesse lente. Et donc ça, c'est à 2 mois. Et 4 mois plus tard, on voit que tous ces progrès sont partiellement maintenus. Le patient 2, quant à lui, a également augmenté le moment max et le travail total du quadriceps à vitesse lente et rapide, mais pas des ischio-jambiers. Et on voit d'ailleurs que ce patient, lui, a continué à progresser. Ouais. Donc on voit que le patient 2, donc lui, a continué à progresser après l'arrêt du protocole. Et dans le groupe sans toxine, les résultats sont similaires pour le patient 4, avec également une amélioration pour le quadriceps à vitesse lente et rapide et pour les ischios à vitesse lente. Quant au patient 5, lui, il a plutôt une diminution du mouvement max au niveau du quadriceps et des ischio-jambiers à vitesse lente, qui pourrait être expliquée par une modification médicamenteuse récente, qui avait engendré une fatigue importante. Concernant l'analyse de la marche et les résultats, alors j'ai répertorié l'ensemble des résultats dans ce tableau, parce qu'en fait c'est assez disparate et au niveau des paramètres, on a repris donc, la vitesse, la cadence, le temps de double appui et la symétrie d'appui. On voit que dans l'ensemble, tous les patients ont amélioré au moins un de ces critères. Mais voilà, c'est plus ou moins en fonction des patients, il n'y a pas vraiment de règles. Ce qu'on constate par contre, c'est que les patients 1, 3 et 4 ont maintenu leur progrès dans le temps, partiellement, ou ont même continué à augmenter, vous voyez, pour le patient 1. Mais ça, entre les deux groupes, c'est la même chose, il y a un peu de progrès, mais ça varie vraiment d'un patient à l'autre. Par contre, pour tout ce qui est amplitude de cheville et de genou dans le groupe toxine, alors là d'ailleurs, comme reprenait Antoine, le seuil qu'on a fixé justement pour savoir si c'était une évolution notable ou non, c'était de fallait que le patient ait une amélioration de 5 degrés
au niveau du genou ou de la cheville, ce qui est quand même pas énorme en soi. Mais voilà, c'était un seuil qu'on s'est fixé. Donc on se rend compte que tous les patients du groupe toxine ont amélioré leur flexion dorsale de cheville à l'attaque du talon au sol, et que seul le patient 3 n'a pas d'évolution notable concernant l'extension de genou. Et par contre, dans le groupe sans toxine, aucun patient n'a amélioré ce paramètre. Voilà, donc, alors, il est difficile de tirer des conclusions précises de cette étude qui montrent vraiment des résultats descriptifs. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que dans l'ensemble, les résultats sont plus probants pour le genou que pour la cheville. Aucun résultat n'a été présenté pour la cheville parce que justement, il y avait une variabilité très importante au niveau des résultats. Les patients avaient beaucoup de mal pour la cheville à maintenir une contraction maximale. Au niveau de l'analyse de la marche, donc les résultats sont variables d'un patient à l'autre. Et pour les amplitudes de cheville et de genou, on voit qu'il y a quand même un gain au niveau de la flexion dorsale et de l'extension pour tous les patients du groupe toxine. Alors, les limites de cette étude, il y a des limites inhérentes à la population de patients et des limites inhérentes au choix du bilan. Les premières limites sont évidemment l'effectif patient qui est très très limité. On sait que dans ce genre d'études, il est compliqué d'avoir assez de patients répondant aux critères d'inclusion. On avait 2 autres patients qui avaient commencé l'étude mais qui ont dû arrêter pour des raisons médicales extérieures au protocole. Et on aurait aimé un groupe contrôle. Donc le groupe contrôle, on voulait faire en sorte qu'ils aient une injection de toxine suivie d'une rééducation avec le même nombre d'heures de rééducation exactement. C'est juste qu'on enlevait l'heure de renforcement ISO et à la place on mettait une heure de renforcement classique pour vraiment savoir si c'est l'ISO qui était bénéfique ou non. Et au niveau du bilan, donc comme je vous en ai déjà parlé, le problème c'est la difficulté de réalisation du bilan isocinétique. Et l'autre chose, c'est que quand j'ai posé la question aux patients, tous m'ont dit qu'ils avaient récupéré une meilleure endurance suite à ce protocole, mais cette observation restera subjective car dans mon bilan, il n'y avait rien qui mesurait l'endurance à la marche. Donc, en conclusion, on pourrait dire que la toxine plus le renforcement isocinétique pourrait permettre une amélioration du moment max et du travail total des muscles du genou, une amélioration surtout de la flexion dorsale de cheville et de l'extension de genou, et une amélioration des paramètres spatio-temporels à la marche variable d'un patient à l'autre, mais en tout cas une amélioration subjective de l'endurance. Et pour conclure, donc on propose un nouveau bilan permettant de restreindre les limites du précédent. Donc déjà, il faudrait changer le test faudrait qu'on remplace le test de marche, le test des 10 mètres par le test de marche des 6 minutes pour intégrer également une notion d'endurance. Et ensuite, modifier donc le bilan isocinétique, on en propose un nouveau bilan où en fait on garde les mêmes vitesses de contraction. La différence c'est qu'on intègre une série en excentrique pour éviter d'exclure les patients trop spastiques. On diminue le nombre de répétitions et on limite également le débattement articulaire. On le limite à 70 degrés pour le genou et 30 degrés pour la cheville. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Marianne. J'ai une question. Est-ce que tu as interrogé tes patients par rapport au ressenti qu'ils avaient suite à ces traitements? Oui. Est-ce que ils avaient le meilleur, au niveau du ressenti, certes subjectif, mais est-ce que tu as vu aussi Oui, tous étaient quand même assez contents du protocole. Comme je l'ai dit, ils ont surtout vu au niveau de l'endurance. Et en fait, en neuro, ce qu'on se rend surtout compte, c'est que souvent la faiblesse, elle est surtout due à un déconditionnement, à un cercle vicieux de déconditionnement. Donc à partir du moment où ils ont réintégré ça, ils ont vu en fait toutes les possibilités qu'ils avaient. Ils ont continué à plus marcher, et c'est pour ça qu'il y a le patient 1 et le patient 2, ils ont continué à évoluer à la fin. C'est-à-dire que 4 mois après l'injection de toxine, alors que la toxine n'était plus efficace, ils avaient quand même des meilleurs résultats sur certains paramètres. Et ce qui montre bien que du coup ça leur redonne, en fait on casse un peu ce cercle vicieux de déconditionnement, et je pense que c'est aussi ça l'importance. Une vraie motivation aussi. Oui, la motivation est très intéressante. Ouais. Après, le côté ISO, ce qui leur plaisait beaucoup, c'est que c'est souvent une machine qui est réservée aux sportifs.
Et du coup, on a un peu, voilà, même chez nous, au centre où je travaille, en général, c'est les APA qui s'en servent. Aucun des kinés s'en sert pour l'instant, je suis la seule, et moi je m'en sers en euros parce que je pense qu'il y a vraiment voilà, il y a quelque chose à exploiter là-dessus, les études le montrent. Et du coup, quand on dit aux patients, surtout j'avais un jeune, tu vas monter sur l'ISO, des trucs des sportifs, il y a un côté, voilà, pas pour tous, mais pour certains, assez intéressant. C'est important, la motivation, oui. Le côté psychologique, c'est vrai, extrêmement important. On va se choisir une autre question, d'autres remarques. Merci pour ton intervention. J'ai différentes questions, surtout déjà des précisions. En fait, c'est est-ce qu'ils ont tous été injectés des mêmes muscles? Est-ce qu'ils avaient les mêmes problématiques de marche au départ? Ça, c'était la première question.